à tous, je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, pionnier de l'innovation en formation professionnelle. Bienvenue sur Never Stop Learning, le podcast où nous accueillons des spécialistes en andragogie, psychologie cognitive et où nous abordons les technologies de pointe qui révolutionnent la formation. Bienvenue sur votre rendez-vous avec les leaders de l'apprentissage de demain. Bonjour et bienvenue à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet d'actualité, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la formation professionnelle. Dans cet épisode, nous aborderons l'utilisation de l'intelligence artificielle dans 3 grands axes qui constituent la formation professionnelle: l'infographie, l'ingénierie pédagogique et la plateforme LMS. Nous soulèverons des questions clés telles que comment l'IA peut-elle aider à créer des contenus de formation plus immersifs et engageants? Quels sont les défis et les opportunités de cette intégration aussi bien pour les formateurs que les apprenants? Et enfin, comment cette technologie façonne-t-elle l'avenir de la formation professionnelle? Pour explorer ce thème passionnant, j'accueille Morgan Beau, chef de produit chez Calimedia, et Julien Georget, ingénieur pédagogique conseil également chez Calimedia. Je suis certain que les perspectives de Morgan et de Julien sur ce sujet seront aussi éclairantes et inspirantes pour vous qu'elles le sont pour toute notre équipe. Alors entrons dans le vif du sujet et découvrons ensemble les opportunités qu'offre l'IA dans la formation professionnelle. Bonjour Morgan, bonjour Julien. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Avant de parler d'IA, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos parcours respectifs dans les grandes lignes? Morgan Beau, je suis de formation ingénieur en informatique. J'ai travaillé une dizaine d'années dans des sociétés de services informatiques et depuis un peu plus d'1 an chez Calimedia et comme tu l'as précisé en tant que product owner du LMS. À titre personnel, j'ai développé un intérêt pour l'intelligence artificielle, notamment pour tout ce qui est lié à la génération d'images. Et Julien Georget, je suis un ancien professeur de lycée et depuis de longues années maintenant ingénieur pédagogique chez Calimedia. Donc moi j'ai beaucoup travaillé sur de la conception et de la production de parcours de formation. J'ai pas du tout un bagage technique, donc l'intelligence artificielle, je pense que comme beaucoup de personnes qui nous écoutent jusqu'à il y a 1 an de ça, pour moi c'était complètement incompréhensible et je me rendais pas compte des possibilités. Et comme beaucoup de nos auditeurs, je pense, je me suis lancé dedans par l'usage. En fait, je me suis posé la question de comment ces nouveaux outils ou ces nouvelles technologies allaient pouvoir changer ma façon de travailler, et elles ont déjà commencé à le faire. Donc c'est, je pense, de ça qu'on va pouvoir parler aujourd'hui. Exactement. Et après le lycée, je crois que tu as quand même fait un master d'humanité numérique ou quelque chose comme ça. Oui, je me suis reconverti dans la formation professionnelle et dans l'ingénierie pédagogique. Le nom du master, c'était Humanité numérique. Humanité numérique, c'est ça. Donc j'ai une bonne mémoire, ça va. Alors pour démarrer cet épisode, j'aimerais que l'on fasse un petit retour en arrière avec les débuts de l'utilisation de l'IA. Quand est-ce que c'est apparu et comment ? Alors, l'IA, on considère qu'elle est née en 1956. 1956, pourquoi ? Il y a eu le premier colloque sur l'intelligence artificielle qui a été mené par une poignée d'informaticiens et de mathématiciens qui a fait du bruit. Le terme intelligence artificielle est apparu pour la première fois à ce moment-là. Et ça a généré environ 2 décennies d'investissement autour de l'intelligence artificielle, de la recherche. À la fin des années 70, une grosse déception, c'est que finalement beaucoup d'espoir et pas beaucoup de résultats. Le manque de résultats étant principalement lié à la puissance de calcul des outils informatiques qu'on utilisait à ce moment-là. On a réentendu parler de l'intelligence artificielle dans les années 90, notamment à travers Deep Blue. Deep Blue, donc si vous vous rappelez, c'est l'intelligence artificielle qui a battu aux échecs Kasparov à la fin des années 90. Et c'est à ce moment-là qu'on a recommencé à parler intelligence artificielle. Petit bémol, Deep Blue n'est pas à proprement parler une intelligence artificielle, en tout cas pas avec la définition qu'on donne aujourd'hui à l'intelligence artificielle, puisque c'était très scripté. Pour synthétiser, l'ensemble des coûts du jeu d'échecs était
était prévu et pondéré, et permettait à chaque itération de la partie de donner le meilleur résultat possible. Mais c'était très scripté. Dans les années 2010, on avance un peu plus, et ce nouvel essor, il est lié à deux choses principales qui sont la mise à disposition, notamment par les GAFAM, de données massives d'utilisation, de données qu'on pouvait récupérer sur les différents réseaux, qu'on appellera la big data, et la puissance de calcul, à travers notamment les processeurs de cartes graphiques appelés GPU. L'exemple le plus connu du grand public, c'est AlphaGo. AlphaGo, donc, qui est un équivalent de Deep Blue, mais ce coup-ci pour le jeu de Go. La différence avec le jeu d'échecs, et pourquoi il y a 20 ans d'écart entre les deux, c'est que le jeu de Go propose un nombre bien plus important de possibilités, et il n'était pas possible de toutes les prévoir. Et donc, pour réussir à gagner une partie de Go, on ne peut plus s'appuyer sur une solution qui est scriptée. On doit s'appuyer sur réellement une intelligence artificielle qui est capable de s'adapter. C'est ça la grande différence. L'autre grande étape, elle est beaucoup plus récente, on est dans les années 2020, c'est la génération de données, la génération de data, et c'est principalement ce dont on va parler aujourd'hui. Alors effectivement, il y a plusieurs types d'intelligence artificielle, les intelligences artificielles génératives, les IA prédictives. Est-ce que tous les deux, vous pouvez nous expliquer comment elles fonctionnent, ces IA, pour que l'on comprenne mieux de quoi on parle ? Alors, on peut catégoriser les IA de différentes manières. Tout d'abord, vous l'avez compris dans ce que j'ai dit précédemment, il y a un premier type d'intelligence artificielle, à prendre avec des guillemets, qui s'appuie sur un raisonnement logique. Si on allait de manière un peu plus technique, des algorithmes. C'est le cas d'un GPS, par exemple, ou la prévision des horaires d'un train dans une gare. Tout ça, ça s'appuie sur des calculs qui sont connus du système parce qu'ils ont été écrits par des humains. Ça, c'est la première IA qui en est une sans réellement l'être. La deuxième, c'est celle qui s'appuie sur un apprentissage statistique. La grande différence, c'est que c'est la machine, dans ce cas-là, qui génère ses propres règles. On parle de modèle. L'intelligence artificielle va générer son modèle et va répondre à un questionnement en fonction de ce modèle. Le gros avantage, comme l'humain n'entre plus, ou moins en tout cas, dans la rédaction de ce modèle, c'est que la machine va pouvoir gérer un nombre bien plus élevé de paramètres et avoir des modèles du coup plus complexes que dans le premier cas. Ça, c'est la première différenciation qu'on pourrait faire. Et si on rentre du coup dans la partie intelligence artificielle, à proprement parler, là, on peut encore diviser et on aurait trois types d'intelligence artificielle principaux. Le premier, c'est celle qu'on appelle l'intelligence artificielle faible ou étroite. C'est une intelligence artificielle qui va se concentrer sur un domaine d'expertise en particulier et être capable de répondre en imitant l'intelligence humaine. Et ça, c'est important de le rappeler, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas réellement intelligente. C'est, comme on l'a dit, un certain nombre de paramètres, donc des probabilités qui vont lui permettre de répondre de telle ou telle manière en fonction du questionnement qui lui est donné. Donc on imite l'intelligence artificielle. En guise d'exemple, on peut parler de voitures autonomes, par exemple. Elles savent très bien conduire, mais elles ne savent faire que ça. On peut parler de filtres dans les messageries ou de détection de la fraude. Beaucoup de données, plus que l'humain ne pourrait les traiter ou en tout cas les associer. Ça, l'intelligence artificielle est très performante pour ça. Faire une première analyse sur des données. Ensuite, on a un autre type d'intelligence artificielle qu'on appelle générale. Donc, c'est l'évolution d'après. C'est une intelligence artificielle qui est capable de traiter un nombre de domaines plus important, voire l'ensemble des domaines. Aujourd'hui, c'est quelque chose de très théorique. On n'a pas d'intelligence artificielle générale qui soit réellement au point. Donc, c'est peut-être le futur. Et enfin, on a ce qu'on appelle la super intelligence artificielle. Donc là, on est dans le registre pour l'instant de la science-fiction. Si on zoome du coup sur le premier des trois types, qui est l'intelligence artificielle étroite ou faible, c'est là qu'on peut arriver en effet à diviser en deux parties. L'intelligence artificielle prédictive, qui elle va analyser des données
et essayer de prédire, de prévoir quel sera le résultat, le futur, en fonction de ces données. Et on a un autre type d'intelligence artificielle, qui est l'intelligence artificielle générative, qui, elle, a pour rôle de générer du contenu. Contenu qu'elle possède à travers une étude, un apprentissage d'un volume de données important qu'on appelle le machine learning ou le deep learning. C'est les intelligences artificielles qu'on voit le plus aujourd'hui. ChatGPT, par exemple, pour la génération de texte, Midjourney pour la génération d'images, il y en a plein d'autres. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, ce dont on entend parler depuis un peu plus d'un an avec le buzz qu'avait fait ChatGPT. Le risque ici, ce sont les hallucinations. Les modèles qui existent aujourd'hui peuvent générer des résultats erronés, les présenter comme factuellement vrais, alors que c'est une pure imagination de l'intelligence artificielle et c'est un vrai danger aujourd'hui. Merci Morgan pour ton intervention. On n'a pas bien sûr le temps dans ce podcast de parler du machine learning ou d'aller plus en avant sur le deep learning, et je vous recommande d'écouter donc le podcast que nous avions fait il y a quelques mois avec Alexa Odevar. Donc c'était l'épisode 51 et elle avait sorti un livre qui s'appelait Apprendre demain, et si vous voulez en savoir plus sur machine learning et deep learning, allez l'écouter. Alors, avec l'arrivée de ces intelligences artificielles, et donc on va parler essentiellement des IA génératives, quels sont les bénéfices pour le monde professionnel de manière générale ? Eh bien, je pense que la personne qui arrive à répondre à cette question aujourd'hui est soit devin, soit géniale, parce qu'on n'a pas encore la liste complète. Parce que ce sont des IA qui sont disponibles pour le grand public depuis grosso modo 1 an, qui évoluent très vite, et on est encore assez loin d'avoir fait le tour de ce que l'on peut en faire. Pourquoi ? Parce que, en fait, ces IA, elles sont présentées comme pouvant jouer chacune un rôle assez simple. ChatGPT génère du texte. Midjourney génère une image. Et en fait, ce qui est plus compliqué, c'est de se rendre compte des usages possibles que l'on peut faire de ces IA. Les usages les plus évidents, c'est de s'en servir pour leur rôle premier. Par exemple, avec ChatGPT, je peux générer assez facilement un post LinkedIn. Donc, on a toute une famille de bénéfices qui vont s'articuler autour d'un gain de temps pour réaliser des tâches assez simples, répétitives, qu'on est capable d'identifier à l'avance et de borner. Rédiger un article, générer une illustration pour une bannière, par exemple, ce sont des choses assez évidentes. Mais on peut aussi se servir de ces intelligences artificielles plutôt comme des assistants créatifs. On peut utiliser ChatGPT pour nous aider à avoir des idées. Donc on n'est plus dans de la génération de quelque chose que je vais chercher à diffuser, mais on est dans un usage personnel. Je m'en sers comme un interlocuteur. On peut utiliser de la génération d'images pour se donner des idées, pour stimuler notre créativité. C'est la même idée. On n'est plus là pour générer l'image que je vais diffuser, mais pour m'aider moi dans mon processus créatif. Et en cela, on peut les voir comme soit des assistants à de la production, soit des assistants à de la création. Mais on a aussi tout un pan de bénéfices, d'usages possibles qu'on n'a pas encore identifiés. Et ça, on peut le voir dans la complémentarité entre ces outils. Et on n'a pas encore essayé toutes les combinaisons possibles. On peut prendre un exemple. Dans les dernières versions de ChatGPT, et notamment avec le bloc Vision, qui est donc capable de reconnaître une image et de décrire une image, si vous utilisez Vision, qui décrit une image, plus ChatGPT, qui génère du texte, vous pourriez avoir votre souris qui se promène sur votre écran, qui passe par-dessus le cubitus sur l'illustration d'un squelette, et qui sera capable de vous dire « ceci est le cubitus », puisque Vision l'a reconnu, et ChatGPT a écrit un petit texte qui va vous expliquer ce qu'est le cubitus. Et ces usages-là, on arrive à avoir des idées théoriques de ce que l'on peut en faire. Par contre, les usages métiers sont
infini, et je pense qu'on est loin d'avoir fait le tour de ce qui est possible. Et ça nous permet de nous rendre compte qu'en fait, les bénéfices de l'intelligence artificielle, c'est les humains qui vont les trouver. Donc déjà, avoir l'idée de cet usage-là, c'est à nous de nous poser la question. Et là-dessus, j'ai bon espoir qu'on ne soit pas prêt d'être remplacé. Et même pour les usages qu'on a déjà identifiés et qu'on a définis, et ça, on aura pas mal l'occasion de l'approfondir après, je pense, on se rend compte déjà que l'intelligence artificielle ne nous remplace pas. Elle nous aide, elle nous supporte, elle nous permet de démultiplier nos possibilités, notre efficacité, mais elle est encore très loin de nous remplacer. Alors on va s'intéresser maintenant plus précisément à la formation et surtout à la conception pédagogique. Comment est-ce qu'on peut utiliser l'IA ? Alors, vaste question. Je vais essayer de structurer un petit peu la réponse pour donner des idées à nos auditeurs, mais en rappelant qu'on est en phase de test. Donc, moi, je vais raconter comment je travaille aujourd'hui en prenant des exemples de ce que j'ai essayé, qui parfois ont très bien marché, parfois un petit peu moins bien. Si je schématise, on pourrait utiliser l'intelligence artificielle dans la formation professionnelle comme un assistant à la gestion de la formation en elle-même. Et ça, je ne vais pas trop en parler, je pense que ce sera plus facile de l'illustrer à travers l'exemple des plateformes de formation, des LMS. Donc je vais plutôt me concentrer sur deux autres usages, de l'assistance à la création, à la conception et à la création pédagogique. Donc comment je peux utiliser l'intelligence artificielle pour créer des parcours de formation, et l'usage de l'intelligence artificielle pour proposer de nouvelles modalités pédagogiques, ou faciliter la création de modalités pédagogiques qu'on pouvait déjà proposer, mais sur lesquelles on avait quelques contraintes. Sur la partie conception pédagogique, on peut répartir sur 3 grandes phases du métier des concepteurs pédagogiques, des ingénieurs pédagogiques, des formateurs. On met des noms différents, mais on passe souvent par des démarches intellectuelles et professionnelles assez proches. On va cadrer notre formation, on va cadrer notre besoin, on va concevoir notre formation, et on va développer et produire notre formation. Et l'intelligence artificielle, moi, j'ai expérimenté des usages dans ces 3 familles. Dans le cadrage, je pense qu'on l'a tous, tout professionnel de la formation a déjà eu à travailler sur un sujet qu'il ne connaissait pas la veille. Moi, c'était un peu mon quotidien pendant des années, de devoir accompagner un client sur un sujet que je n'avais jamais creusé. Et j'ai une journée ou deux, non pas pour être expert, mais pour être assez à l'aise pour échanger avec un expert. Et ça, on est dans un des usages sur lequel ChatGPT, par exemple, est assez bon. C'est nous aider à nous approprier rapidement un nouveau sujet. Vous pouvez lui demander des synthèses, vous pouvez lui demander des synthèses en précisant votre niveau, vous pouvez le faire reformuler, vous pouvez lui demander de vous faire un état de l'art et d'aller faire quelques recherches sur ce qui se dit sur tel sujet. Donc pour s'approprier un nouveau sujet, c'est des outils assez puissants. On peut s'en servir aussi pour se projeter dans un quotidien qui n'est pas le nôtre. Je vais devoir intervenir dans un grand groupe logistique pour produire une formation. Mais moi, je ne me rends pas forcément compte, ce n'est pas mon domaine quotidien. À quoi ça ressemble en fait de l'intérieur un grand groupe logistique ? Alors, ça ne remplace pas une immersion terrain, hein. Encore une fois, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer nos process. Par contre, elle peut m'aider à me projeter un peu plus facilement. Je peux lui demander de me décrire les activités, de me décrire des situations précises, de m'expliquer un peu. Je vais lui donner des noms de métiers et elle va pouvoir m'expliquer un peu ce que font ces personnes-là. Et ça aide pas mal à se préparer en amont de la conception d'une formation. Après, quand vous rentrez dans la conception elle-même, je pense qu'on a tous eu envie de l'essayer comme ça. On l'a tous fait. De lui demander de nous sortir des objectifs pédagogiques et des plans de formation. Alors, ça marche, mais je pense qu'on fait mieux, nous, humains. Par contre, elle nous fait gagner du temps. Et elle nous donne des idées qu'on n'aurait pas toujours eues. Donc là, on est encore, pour moi, dans l'usage discursif de l'intelligence artificielle. Je lui pose des questions, elle me fait des suggestions, je rebondis, je lui demande d'affiner. On n'est pas forcément dans de la production brute de quelque chose que je vais utiliser tel quel. Et dans la phase vraiment de production, donc là que l'on soit ingénieur pédagogique et qu'on soit en train de produire un module sur Storyline, ou que l'on soit formateur
et que l'on est en train de préparer les slides de notre présentation ou le sujet de notre jeu de rôle de clôture d'intervention, là, à nouveau, on peut se servir à la fois des IA génératives textuelles pour nous proposer des exemples de mise en situation. On peut tout à fait donner à l'intelligence artificielle, ChatGPT par exemple, les objectifs pédagogiques qu'on a déjà définis, et lui demander, au regard de ces objectifs, de nous proposer un premier jet d'évaluation, par exemple. Mais on va aussi pouvoir utiliser toute la puissance des générations d'images, de vidéos, de sons, pour produire des médias et enrichir l'expérience de formation. Mais si je t'écoute, Julien, si tout le monde fait la même chose et les mêmes demandes, finalement, on aura toutes les sociétés ou tous les formateurs auront la même chose. Et on va introduire la notion de prompt. Comment tu fais concrètement dans ton travail au quotidien pour appréhender l'IA ? Par exemple, si tu dois construire le plan de formation dont tu nous parlais il y a 1 minute. J'ai fait l'expérience. J'ai pris un sujet, alors dans le domaine de l'ingénierie pédagogie en agence assez classique. J'ai essayé d'utiliser ChatGPT pour produire la structure d'un module de formation asynchrone, disons 20 minutes sur Storyline, sur une sensibilisation à la lutte contre la corruption. Donc, sujet, toutes les grandes entreprises doivent intégrer à leur plan de formation. Je lui ai décrit ma cible, je lui ai décrit dans les grandes lignes mes objectifs, et j'ai regardé le résultat. Donc, c'est des prompts assez simples. Sur le modèle classique, je donne un rôle à ChatGPT, donc tu es un spécialiste de la formation digitale et un ancien formateur anticorruption, parce que c'est l'avantage de ChatGPT, il peut avoir 12 vies, donc vous pouvez lui donner un rôle qu'aucun humain n'aurait eu le temps d'avoir dans sa vie professionnelle. Donc je lui ai donné ça, je lui ai donné le contexte, et je lui ai donné mes objectifs. Mon objectif, c'était propose-moi un plan de formation avec le séquençage, les durées de chaque chapitre. Et le résultat n'était pas très bon. Le résultat était présenté très bien. J'avais tous mes chapitres. Le total faisait 20 minutes. J'avais une introduction, une conclusion, un quiz à la fin, une ouverture. Franchement, pour quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la formation, ça paraît super. Sauf que, quand on creusait un peu, je me suis rendu compte que les 10 premières minutes du module, donc 50% du module, c'était que de la théorie. Ah oui. Et c'est là où on se rend compte que quand on a déjà nous-mêmes conçu des formations, on sait que ça, mais c'est... Antipédagogique. C'est complètement antipédagogique, et on sait qu'on va perdre tous nos utilisateurs. Et ça, en fait, elle n'a pas ce recul-là, l'intelligence artificielle. Factuellement, elle m'a proposé un plan, et je peux construire cette formation, et théoriquement, un apprenant qui suit ma formation atteint ses objectifs. C'est juste qu'il ne va pas la suivre. Il va partir avant la fin. Et je me suis rendu compte, donc, que mon expertise a toujours sa place dans cette démarche de conception de parcours de formation. Il faut juste que je la donne à l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça qu'en fait, chaque formateur n'aboutit pas au même plan. Parce que la deuxième couche, c'est que je lui ai dit, moi, attention, il faut que ça soit interactif dès le début. Il faut que ça soit concret dès le début. Mon exemple, il est dans un groupe logistique, donc je veux que tu me mettes des exemples qui viennent de la logistique, et je veux que tu encourages l'utilisateur à s'engager lui-même dans la lutte contre la corruption. Deuxième G, vraiment, on avait pas mal progressé, mais parce que je lui ai dit ce que je voulais. Et j'ai fait une autre expérience où je lui donnais, je crois que j'ai fait le test sur une quinzaine de tips, mais de tips tirés de mon expérience. Et donc je lui ai dit en amont cette fois, je lui ai dit, il faut que ta formation soit A, B, C, D, E, 15 tips sur la durée maximum d'un chapitre, la place des activités pédagogiques, sur le type d'exercice que je veux qu'ils mettent, sur le nombre de cas. Et là, encore une fois, j'ai eu un résultat qui était assez satisfaisant. Mais en fait, c'est les résultats probablement que j'aurais fait tout seul, puisque je lui ai donné mes tips. Ah oui, c'est vrai. Par contre, elle l'a fait plus vite. Donc, une fois que j'ai pris le recul, que j'ai posé à plat mon expertise, mon expérience, et que je lui ai demandé de l'utiliser, alors, il a réussi à faire quelque chose. Ce qui montre bien que la petite phrase qu'on met au début des prompts, « Tu es un expert de la formation », ça marche pas, parce qu'il ne le sera jamais. Même en lui disant qu'il l'est, c'est pas lui l'expert de la formation, c'est moi. Par contre, en lui disant « Tu es un expert de la formation
et voilà ce que tu appliques, ça marche un petit peu mieux. Oui, c'est important ce que tu dis parce que même s'il ne deviendra pas expert en formation, le prompt, le contexte pour les auditeurs qui seraient amenés à utiliser l'intelligence artificielle, le contexte est important. Et le meilleur conseil, je pense, qu'on puisse donner quand on utilise une IA, c'est d'insister, de lui donner le contexte. Au plus il aura de détails, au plus elle aura de détails, au mieux sera sa réponse. Alors, lorsque vient la partie média du module, là aussi, on peut s'appuyer sur l'IA. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier ? Alors oui, clairement, il y en a même plusieurs. On a évoqué rapidement tout à l'heure l'aspect purement créatif. Mettons que je veuille concevoir un serious game, donc avec une ambiance très particulière, j'ai travaillé mon storytelling, je sais que je veux rendre une ambiance, et donc je vais avoir besoin de décors, de personnages, mais je ne sais pas encore trop quel style graphique je vais choisir. Donc là, vous pouvez vous en servir juste pour avoir des idées. Mais on peut évidemment produire les médias en eux-mêmes. On peut produire des illustrations, personnages, décors, petits éléments, pictogrammes. On peut produire via l'intelligence artificielle des sons. Je pense qu'on est nombreux à avoir vu passer ces outils qui permettent de cloner des voix ou qui permettent de générer des voix de synthèse. Et comment elles fonctionnent ? On est basé d'abord sur de l'analyse de réels fichiers sons d'enregistrement de comédiens pour derrière générer ces voix de synthèse. Donc, on peut produire ce type de médias-là. Je pense qu'on a vu aussi la possibilité d'animer des avatars, par exemple. Donc, vous pourriez créer de toutes pièces un interview d'une fausse personne qui parle avec une voix de synthèse. Donc voilà, on peut s'en servir pour l'aspect créatif, on peut s'en servir pour la production de médias qui auraient été soit compliqués, chronophages, onéreux à réaliser sans l'aide de l'intelligence artificielle. On se rend compte par contre que ça demande une petite connaissance quand même sur le panel des outils à disposition, sur les spécificités de chacun, sur les forces et les faiblesses de chacun, et à mon sens, une autre compétence que l'intelligence artificielle n'est pas prête d'avoir, c'est la capacité de créer une expérience utilisateur cohérente et efficace. L'intelligence artificielle, elle va vous produire des médias, mais c'est pas elle qui va vous dire que c'est un bon endroit pour mettre un interview et que l'interview doit faire cette durée-là, et que le lien entre votre propre prise de parole en tant que formateur ou le webinaire que vous avez animé, le module immersif que vous avez créé, le lien entre tous ces éléments-là pour construire une expérience qui fonctionne, ça reste de l'intelligence humaine. Un autre axe qui est, je pense, très important dans la production de médias, et là où l'intelligence artificielle peut beaucoup nous aider, c'est pour renforcer l'accessibilité de nos parcours de formation. C'est-à-dire que la possibilité d'automatiser le sous-titrage de médias, la possibilité d'automatiser la traduction de parcours de formation, la possibilité de générer automatiquement des textes de remplacement sur les images. Tous ces usages-là nous permettent de produire des expériences de formation. Alors, les exemples que j'ai pris là sont plus des exemples dans le monde de la formation digitale, mais on peut faire le parallèle avec la formation en présentiel aussi. Mais de renforcer, d'utiliser l'intelligence artificielle pour permettre à nos formations de toucher un public le plus large possible, et un public qui pourra suivre nos formations dans les conditions qui, pour elle ou lui, sont les meilleures possibles. Merci Julien. Alors Morgan, on va parler de tes intelligences artificielles qui génèrent des illustrations. Est-ce que tu peux nous en parler et éventuellement développer leurs avantages et leurs inconvénients ? Alors c'est compliqué de répondre à cette question de manière exhaustive, et Julien nous dirait même que c'est presque une perte de temps parce que les outils évoluent très vite. Mais peut-être que l'idée là dans la réponse, ça serait de souligner ce que vient de dire Julien d'ailleurs, c'est que
finalement, on a une multitude d'outils et l'enjeu, c'est plutôt de voir qu'on peut les utiliser, qu'ils se complètent et qu'ils nous complètent aussi. Les outils qu'on utilise le plus, Midjourney. Midjourney, en termes de génération d'images, c'est le leader, c'est un des premiers, si ce n'est le premier. En tout cas, celui qui a fait parler de lui il y a maintenant un peu plus d'1 an et demi, 2 ans. Dans sa dernière version, l'intérêt de Midjourney, c'est qu'il simplifie l'utilisation de la génération d'images. Il est beaucoup plus capable de comprendre un prompt en langage naturel. Là où avant, il fallait mettre des petits codes, il fallait lire la doc de Midjourney pour réussir à l'utiliser comme on le souhaitait. C'est moins vrai aujourd'hui, il est beaucoup plus à l'aise avec du contenu plus littéral. On peut citer Dall-E. Dall-E, on l'utilise pour tout ce qui est génération de fond, du fond sur des images. C'est là où on trouve qu'il est le plus pertinent. On a Photoshop. Photoshop intègre sa propre solution d'intelligence artificielle dans l'outil. Ça aussi, très intéressant parce que très facile d'utilisation. On a une image de base. C'est plutôt comme ça qu'on l'utilise. C'est-à-dire qu'on arrive avec une image, une photo, ce qu'on souhaite. Et on va pouvoir encadrer une zone et lui dire dans ce lac, rajoute-moi un signe. Par exemple, et il va modifier mon image pour mettre un signe dans le lac. Et si le signe est trop petit ou trop grand ou trop blanc, on peut lui demander de modifier tout ça. On a Ideogram qui peut être intéressant pour générer des logos, des images intégrées dans une interface. Très pertinent pour ça. Il gère très bien le texte, ce qui est moins le cas des autres IA. Moi, celui que je préfère, à titre plus personnel, c'est Stable Diffusion. L'intérêt ici, c'est que cet outil permet de garder une cohérence dans ce qu'on produit. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a tout un mécanisme autour des LoRa et des modèles. On peut garder une cohérence, et donc si on a un contenu à produire sur plusieurs étapes dans notre contenu de formation, on va pouvoir avoir une cohérence graphique tout au long du parcours utilisateur, et ça c'est intéressant. La conclusion, par contre, je rejoins ce que disait Julien, c'est là qu'on va se retrouver, c'est que ces outils sont complémentaires, ils permettent de gagner du temps, ils peuvent être là en guise d'inspiration ou de tester des choses très vite. Par contre, ils ne remplacent pas un bon graphiste qui va faire un travail de finition que ces IA aujourd'hui n'arrivent pas à faire. Il y a beaucoup de défauts, chacune d'elles a les siens. Et le graphiste, lui, saura apporter une expertise de composition, de retouche, de détails. Aujourd'hui, ces IA peuvent apporter un matériau de base, mais derrière, il faut le vérifier, le retravailler. Et c'est pas pour autant magique, parce que la prise en main de ces outils demande un peu de temps. Elle sera différente en fonction de l'IA. Ça demande du temps de monter en compétence. Et puis, comme on l'a dit, ça demande un temps après de travail pour affiner et reconstituer. Merci Morgan. On va aborder la dernière partie de ce podcast. On va parler donc des plateformes LMS et de l'intérêt à intégrer l'utilisation de l'intelligence artificielle. À quoi ça ressemble, Morgan, une plateforme LMS, Morgan ou Julien d'ailleurs, une plateforme LMS couplée à l'IA? Ça ressemble à une plateforme LMS qui n'est pas couplée à de l'IA, du premier abord en tout cas. Alors, il y a différentes manières d'implémenter l'IA dans une plateforme LMS. Nous, on a fait un choix, c'est de présenter l'IA aux administrateurs. Pour l'instant, en 2023 et maintenant en 2024, les sujets d'IA, les fonctionnalités d'IA qu'on déploie sont orientés administrateurs pour une raison simple, on l'a évoqué tout à l'heure, sont les hallucinations. On estime que les modèles d'intelligence artificielle générative, on a parlé de ChatGPT, il y en a une qui est très bonne aussi, qui est française, qui s'appelle Mistral, qui est très intéressante aussi. Ces intelligences artificielles ne sont pas encore à un stade de maturité qui permettent d'être déployées face à un apprenant
le risque lié à l'hallucination est trop important, surtout dans la formation. Du coup, on les a mis plutôt côté back-office du LMS. Alors, pour donner des exemples, la traduction de contenu, des traductions de certificats, de notifications, de contenu pédagogique qui pourrait être traduit automatiquement et directement dans la plateforme. On peut avoir des suggestions aussi pour par exemple des quiz. On a une problématique donnée. Génère-moi un quiz de N questions dans telle langue avec tel niveau de difficulté. Et l'intelligence artificielle est en mesure de générer un quiz qui est directement intégré dans la plateforme. Et le seul travail derrière de l'administrateur, c'est d'aller sélectionner les questions et réponses qui lui conviennent, de les retravailler si nécessaire, puisqu'on l'a dit, il y a un gros travail derrière quand même d'appropriation du contenu et d'ajustement pour une intelligence artificielle. Peut-être que telle question paraîtra simple alors que l'expertise du formateur sera de dire non, elle n'est pas si simple, je vais la retravailler ou l'écarter du quiz. On peut avoir la correction automatique des questions avec des réponses ouvertes, enfin des questions ouvertes qui entraînent des réponses qui ne sont pas des choix dans des questionnaires. La correction de ces réponses peut être confiée à l'IA. Et encore une fois, c'est difficile d'uniquement s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour être sûr de l'évaluation. Et un contrôle humain est nécessaire. Là, on parle beaucoup du coup d'IA générative. C'est ce qu'on utilise principalement. On pourrait aussi parler d'IA prédictive dans l'analyse des données, l'analyse des statistiques. Quelles ressources marche bien, au contraire, laquelle ne marche pas, quelle formation ne marche pas et pourquoi. Ça, c'est des éléments qui peuvent être apportés par l'IA. On parle d'IA prédictive, même si dans les faits, on peut soumettre ces questions à un chat GPT. Il saura y répondre, il donnera l'impression de savoir y répondre. Le contrôle humain est toujours indispensable. On pourrait s'appuyer aussi sur l'intelligence artificielle pour générer de l'adaptive learning. Quel contenu alors on parle de micro, de macro adaptive learning. Voilà, c'est des pistes d'application. Alors, si je comprends bien, donc, pour résumer pour les administrateurs, ça va être, Morgan, un gain de temps, un meilleur suivi des apprenants, et puis finalement une meilleure analyse ou une meilleure interprétation des résultats. Oui, c'est ça. Je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est que la plus-value, c'est de se rapprocher de son cœur de métier. Et de travailler sur les tâches qui ont de la valeur ajoutée et voilà, essayer de déléguer au maximum de la même manière qu'on l'a fait avec l'outil informatique dans les décennies précédentes. Alors, je voudrais qu'on creuse un tout petit peu plus sur le côté apprenant. Est-ce qu'il peut y avoir des interactions? Tu l'as évoqué un tout petit peu, tu nous as parlé d'hallucination, mais est-ce qu'on peut aller plus loin et est-ce qu'il y a des choses à faire vraiment du côté apprenant avec l'IA? Alors, il y a des choses qu'on peut essayer, qu'on a d'ailleurs essayé. Tout ce qui est chatbot, le chatbot marche très bien pour simuler des conversations. Ça, c'est particulièrement intéressant pour l'apprentissage de soft skills, apprendre une langue, se mettre en immersion dans un cas métier, dans l'hôtellerie par exemple. Ça, c'est un cas d'utilisation de chatbot qui peut être intéressant. Pour aller un peu plus loin, dans l'échange avec l'IA du côté de l'apprenant, on a le tutorat. Le tutorat, on est également sur un chatbot, mais qui va se concentrer, qui va prendre en compte le niveau de l'apprenant et essayer de l'accompagner dans l'apprentissage. Encore une fois, tu l'as rappelé, il faut faire attention aux hallucinations. Pour le chatbot, sur les soft skills, c'est moins dérangeant. Sur du tutorat, il faut faire attention à faut faire davantage attention à ce qui est apporté par l'IA. Je pense que il est important dans une plateforme LMS ou dans du contenu pédagogique de formation qui utilise de l'IA et qui met de l'IA en face de l'apprenant et donc sans contrôle humain, puisque l'échange se fait en direct. De bien prévenir l'utilisateur dans tous les cas, particulièrement pour l'apprenant, mais aussi pour l'administrateur. Bien le prévenir qu'il est en face d'une intelligence artificielle et pas d'un humain. On pourrait aussi l'utiliser pour de la curation de contenu. C'est un autre cas d'usage de l'intelligence artificielle. Alors, avant de conclure cet épisode, j'aimerais que l'on parle également des risques qui sont liés à l'utilisation de l'IA. Car comme dans tous les domaines, tout n'est pas tout rose.
Alors, quels sont ces risques finalement? Alors, des risques qui sont très nombreux. Je pense que là aussi, ce sera difficile d'avoir une vision, Oui. une vision exhaustive, mais pour peut-être lancer le débat, on peut imaginer qu'ils sont de différents niveaux déjà. Il y a des risques pour l'entreprise, il y a des risques pour les individus, il y a même des risques techniques. Pour l'entreprise, le premier risque, enfin l'entreprise ou l'individu d'ailleurs, le premier risque, c'est de ne pas s'essayer à l'intelligence artificielle. Les autres le feront, les autres entreprises, les autres professionnels de la formation le feront, s'y essaieront et auront un avantage concurrentiel. Même si, on l'a dit, la technologie n'est pas encore complètement au point. Il y a un gros buzz, il y a eu un gros buzz en 2023. Les choses vont se stabiliser et devenir plus matures. Il faut quand même s'y essayer, s'y intéresser, les autres le feront. Et aujourd'hui, quelqu'un qui ne s'y intéresse pas, son avenir professionnel peut être en danger, de la même manière pour une entreprise. On peut se poser des questions aussi en termes d'emploi. Que vont devenir nos emplois qui sont mis en concurrence, entre guillemets, avec l'intelligence artificielle? Et donc ça rejoint ce qu'on disait. S'interroger individuellement et puis à l'échelle de l'entreprise sur comment nos métiers se transforment, comment on peut s'adapter, comment on doit s'adapter à l'intelligence artificielle, comment elle doit entrer dans nos habitudes de travail, dans nos processus, pour être plus efficient et puis aussi peut-être prendre plus de plaisir au travail dans les tâches qu'on a réalisées, parce que finalement les tâches répétitives, les tâches sur lesquelles on a peu de valeur ajoutée, on les confie à l'IA et on se contente de contrôler. Et du coup on peut se concentrer sur ceux sur lesquels on est bon et ceux sur lesquels l'humain apporte quelque chose que l'intelligence artificielle ne sait pas apporter. Des risques au niveau des individus, il y en a aussi. Là on s'éloigne un peu du contexte professionnel de la formation, mais peut-être pour élargir un peu. La vie privée, l'intelligence artificielle, on l'a vu, est capable de croiser des données, c'est sa force, plus que l'humain. Mais dans le cadre du RGPD, nos données qui sont sur Internet, sur nos bases d'entreprise, il faut vérifier qu'il n'y ait pas de dérive à ce niveau-là. Il peut y avoir des enjeux démocratiques, on vient de le voir. Les intelligences artificielles ont des biais. Quand on pose une question politique à une intelligence artificielle, qu'est-ce qu'elle nous répond? Comment on est sûr que c'est pleinement critique? Il y a un effet de chambre d'écho aussi, un peu comme sur les réseaux sociaux. Quand on apprécie tel ou tel type de contenu, dans les réseaux sociaux, notre fil d'actualité est présenté avec principalement ce contenu-là. L'intelligence artificielle peut se comporter de la même manière. Elle va nous présenter du contenu qui nous est agréable et pas forcément nous mettre en contradiction avec les propositions qu'on lui fait. Voilà, il y a tout un tas de risques. Il y a des risques aussi techniques. Alors ça, ils nous concernent moins directement. C'est plus à ceux qui mettent en œuvre les intelligences artificielles, qui les développent. Sans rentrer dans les détails, on peut citer quelque chose qui est facilement compréhensible. La pollution des données, l'IA qui va s'auto-alimenter. C'est-à-dire qu'on a vu qu'elle pouvait générer des hallucinations. Mais si demain, aujourd'hui, l'IA s'alimente avec ce qu'il y a sur Internet, mais une partie de plus en plus importante de ce qu'il y a sur Internet est générée avec de l'intelligence artificielle. Donc si l'intelligence artificielle hallucine et qu'elle prend pour argent comptant l'hallucination du coup d'avant, elle va se dégrader et c'est un vrai risque qui est pris en compte par les professionnels de l'intelligence artificielle. Ouais, Google, j'ai vu travailler dessus, et c'est pas simplement sur l'IA, mais sur leur propre algorithme. Tout à fait. Pour mettre en avant les publications. Oui. Si on prend des exemples vraiment dans le monde de la formation professionnelle, un des risques vraiment au quotidien, c'est d'oublier que l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça, et d'endormir notre esprit critique. C'est ça. Alors, j'ai pas de doute que nos auditeurs font usage quotidien de leur esprit critique, mais c'est vraiment important de se souvenir de comment fonctionnent ces intelligences artificielles. Elles prédisent les prochains mots à afficher. Elles ne raisonnent pas, en fait. Donc, quand je lui demande à ChatGPT de me produire un parcours de formation et que je lui demande de justifier ses choix, il ne justifie pas ses choix. Il n'a pas raisonné en appliquant des méthodes pédagogiques pour proposer le meilleur parcours. Il a prédit que ce parcours-là est probable même que j'ai envie de le lire.
c'est que ça va me plaire. Et donc, souvenons-nous que l'expertise est chez nous, l'esprit critique est chez nous, pour pallier ce risque-là. Exactement. Alors, on arrive au bout de ce podcast. J'ai juste une dernière question. On va essayer, parce que ça va être très compliqué, de faire un tout petit peu de prospective. Est-ce que vous pensez que l'IA va ramener d'autres opportunités qu'on ne voit pas encore aujourd'hui et qu'on va pouvoir finalement utiliser pour améliorer nos formations de manière encore plus poussée qu'aujourd'hui, avec ChatGPT 5, 6, Bard 4 Ce qui est sûr, c'est qu'on semble quand même renforcer de version en version la fiabilité. Donc déjà, des usages qu'on a identifiés aujourd'hui, mais qu'on ne souhaite pas pousser auprès d'apprenants par manque de fiabilité, devraient demain pouvoir être utilisés. Je pense aux chatbots, aux tutorats automatisés. C'est quelque chose qui deviendrait normalement de plus en plus fiable. On peut aussi espérer, alors là on est un peu moins dans l'IA générative, mais une démocratisation de l'adaptive learning. De faire baisser les contraintes techniques et financières de ce type d'approche pédagogique pour pouvoir individualiser plus facilement les parcours de formation. Et donc là, je parle à la fois dans la formation professionnelle, un parcours digital sur une plateforme LMS, mais aussi dans la formation continue, dans l'éducation. La possibilité de prendre en compte les besoins de l'utilisateur, les difficultés de l'utilisateur plus facilement pour personnaliser le contenu. Alors une fois encore, il y aura toujours un regard humain pour vérifier la pertinence de ce qui est proposé. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont assez difficiles à mettre en œuvre à grande échelle parce que ça nécessite beaucoup de données et il y a pas mal de contraintes techniques. Mais on peut espérer que demain, ça soit un peu plus facile à mettre en œuvre. On a des contraintes techniques, en effet. On a aussi des contraintes légales. On parlait de génération d'images tout à l'heure, mais c'est valable aussi pour la génération de texte et de tout type de support, de médias. Quid des droits d'auteur ? Oui, c'est qu'il y a un vaste sujet. Il y a un vaste sujet, il y a une réglementation qui tarde un peu à être claire sur le sujet. Il y a un vrai sujet éthique, en effet. On n'est plus vraiment dans les opportunités là, mais on revient peut-être un peu sur les risques. Il y a un côté éthique qui nous fait nous poser des questions aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et qui sera un sujet de réflexion et qu'il sera davantage au fur et à mesure des mises en œuvre de l'intelligence artificielle dans nos vies quotidiennes. Parce que nul doute que la part d'intelligence artificielle dans nos vies ne va aller qu'en grandissant. Ça a déjà démarré. Un grand merci donc à vous deux, Julien et Morgan, pour toutes ces informations que vous nous avez livrées. Je voulais remercier aussi nos auditeurs pour nous avoir écoutés tout au long de ce podcast. Et puis, écoutez, je vous dis au prochain épisode. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de cet épisode. Si vous l'avez aimé, partagez l'épisode et laissez-nous une bonne note suivie d'un commentaire pour nous aider à nous propulser dans les classements. Je suis Gérard Pécou, CEO de Calimedia, et si vous recherchez des solutions innovantes en e-learning, visitez calimedia.fr, notre équipe sera ravie de vous guider. Retrouvez-nous pour le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.